Bonjour et rebonjour à tous pour cette deuxième partie sur le réseau d'intervenants QVT en Occitanie dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie au travail, 17e édition. Donc bienvenue à ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin et puis merci à ceux qui ont pu poursuivre l'aventure avec nous et d'être motivés juste après la pause déjeuner. Donc on espère vous tenir en haleine pendant 1 heure pour parler sur les points de méthode de la qualité de vie au travail. Pour vous rappeler que nous sommes dans le cadre du réseau d'intervenants QVT en Occitanie, donc on va refaire un bref historique sur justement l'historique autour du réseau d'intervenants QVT. Et on expliquera également qu'il se fait dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie au travail sur spécial première leçon d'une crise et qu'il a été également fait pour être dans la continuité de la réunion de lancement de ce réseau qui était le 22 novembre. Et on avait cette intention de continuer en fait des échanges qui ont été poursuivis et puis évoqués par vous, consultants notamment, acteurs relais et également acteurs internes en entreprise, de vouloir travailler, accentuer certains points, des points de thématique sur la QVT ce matin, qui nous ont permis d'évoquer aussi des points de méthode. Donc, ça sera un peu la continuité cet après-midi. Et donc, avant de commencer, pour aller un peu dans le cœur du sujet, j'essaie juste de me remettre sur la diapositive. On va se représenter, on espère rapidement. On est désolé pour la redite qu'on va avoir auprès de vous. Pour vous rappeler que vous avez 3 modalités aussi de participation à ce webinaire. Le premier, vous pouvez discuter, dire bonjour sur la partie chat. Toutes les questions, si vous pouvez nous les faire parvenir sur l'onglet questions, on essaiera d'y répondre au fil du webinaire, notamment si vous avez des questions de compréhension, des questions d'approfondissement. Et puis, vous allez avoir l'onglet sondage où vous allez avoir à peu près 5 sondages autour des points de méthode qu'on va aborder ensemble pour vous questionner notamment sur le fait d'aller un peu plus loin, notamment à la journée du 2 septembre, qui est bien l'objectif en fait de ces webinaires, de préparer en fait un retour un peu plus consolidé, des retours plutôt d'intervention et également des retours en lien avec la crise sanitaire à l'occasion du 2 septembre. Pour se présenter rapidement, voilà, je commence à me présenter, chargée de mission Aurore Coabian à l'ARACT Occitanie sur le site de Montpellier, et je vais laisser à mes collègues prendre la parole pour se présenter également. Rebonjour ou bonjour à toutes et à tous. Donc Florian Deberge, ergonome dans le service de santé au travail de l'Astia à Toulouse et intervenant sur le champ des risques psychosociaux et de la QVT. Frédéric Dumalin, directeur de l'ARACT Occitanie, participant actif au groupe QVT du plan régional santé-travail 3. Fabienne Mirobolan, psychologue du travail à la CARSAT Midi-Pyrénées, service prévention des risques, branche accident du travail et des maladies professionnelles. Je fais partie du groupe QVT dans le cadre du plan régional santé-travail, mes collègues. Bonjour, Anne-Marie Nestier. Donc, je ne serai pas originale, je fais aussi partie, bien sûr, du groupe du PRST, mais ceci dit au titre d'une fonction que vous connaissez, qui est aussi une fonction d'intervenant, en fait, dans le domaine de la QVT. Je suis consultante en santé, sécurité au travail, RH et RSE, et je représente par contre la branche professionnelle de nos métiers de la prestation intellectuelle. Et il y a aussi nos amis du MEDEF qui ne sont pas là. Enfin, il y a toutes les organisations professionnelles, les représentants du personnel aussi qui font partie de notre groupe. Et je représente donc la fédération SINOV, qui est le syndicat patronal de la branche de la prestation intellectuelle représentative d'une branche où il y a aussi Syntec. Voilà. Merci à tous. Comme l'explique bien Anne-Marie, nous sommes partie de ce groupe de travail. Nous ne sommes pas tous représentés. Et voilà, c'est ce qu'on explique également sur la planche. Pour rappeler, vous avez toutes les informations aussi sur les différentes actions que nous menons dans le cadre du PRST depuis 4 ans. Et puis, l'un des axes que nous avons, c'est un axe sur le réseau d'intervenants qu'on avait initié sur le réseau de consultants, mais qu'on a voulu élargir à un plus grand nombre pour vouloir
vous proposer en tant qu'intervenant, donc consultant, acteur interne ou acteur relais, donc partenaire, sur les questions de qualité de vie au travail. Je ne vais pas revenir trop sur l'historique. Important de vous rappeler qu'on a lancé ce réseau d'intervenants QVT le 22 novembre avec vous, pour pouvoir en fait échanger avec vous sur quels ont été ces objectifs et partager vraiment les principes que nous on porte et se dire comment on pourrait l'animer de façon locale et que ça puisse être adapté aux besoins de chacun. Donc on a produit une lettre d'information que vous pourrez télécharger à la suite de l'envoi de ce document, qui permettra de rassembler un peu l'origine de ces besoins avec des besoins locaux et des besoins nationaux. Important de vous dire aussi qu'on y reviendra le 2 septembre, puisque ça sera l'occasion de pouvoir se voir, on l'espère tous, face à face, et de réaccentuer vraiment cette historique, cette constitution, des réflexions qu'on a en cours autour du réseau, et en même temps de faire un retour aussi d'expérience des dispositifs qui sont mobilisés au niveau, par rapport à la crise sanitaire, par les différents partenaires, pour faire un retour de premiers enseignements. Mais par rapport à l'origine de ces deux webinaires, en fait, ils sont à la poursuite du 22 novembre, parce que vous aviez un besoin de pouvoir travailler par rapport à un sondage auquel vous avez répondu. Vous souhaitiez accentuer en fait le besoin de partager vraiment des principes et des notions autour de 5 thématiques qu'on a abordées ce matin. 5 thématiques qui étaient au cœur de la QVT: performance globale, organisation du travail, contenu du travail, management, santé au travail. Et cet après-midi, on va aborder 5 points de méthode, ceux qui sont ressortis de manière majoritaire dans vos retours. Et donc, on est désolé pour la frustration, parce qu'on est sur une modalité qui touche voilà, 1 heure du temps de cet après-midi. Et donc, on ira uniquement sur ces parties un peu de notions, avec des échanges aussi avec vous. Et on ira plutôt dans la partie vraiment plus opérationnelle et en lien avec cette période qui est compliquée, je pense aussi pour tous, et compliquée aussi pour les entreprises, pour pouvoir échanger de manière un peu plus conséquente sur le lien entre la crise sanitaire et la qualité de vie au travail. Donc, ce temps qu'on a avec vous, il est vraiment pour travailler ensemble à ce qui est les modalités qui pourraient les plus adaptées, et à la fois de répondre à vos demandes qui avaient été faites avant le confinement, le 22 novembre. Donc, merci à vous d'avoir répondu au sondage qu'on vous avait fait parvenir pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, on va vous questionner, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure du webinaire, sur les modalités pour aller un peu plus loin. Pour rappel, on a posé vraiment, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, les principes un peu de participation, d'intégration de ce réseau. On a souvent des nombreux questionnements et des retours par mail pour pouvoir se dire comment on peut l'intégrer. Et ce qu'on a acté suite aux échanges du 22 novembre au niveau du groupe, c'est de se dire que c'est des modalités assez larges pour pouvoir l'intégrer, sachant qu'au cœur, c'est l'organisation du travail dans vos champs d'intervention, sur les champs de la QVT, en lien avec les principes qu'on pose au niveau de l'ANI, et puis l'envie de pouvoir faire participer à ce réseau, le faire vivre, et pouvoir partager un certain nombre d'informations, de ressources, d'expériences, d'interventions, d'être en échange constant entre nous, et pouvoir monter aussi en compétences. Donc des principes qui restent assez ouverts pour le moment, sachant qu'on a encore des réflexions qu'on a pu aussi poser lors du 22 novembre. Je n'irai pas non plus trop dans le détail, mais important de vous rappeler qu'on vous avait mis une slide en lien avec la thématique de la semaine de la qualité de vie au travail pour vous indiquer que beaucoup d'initiatives et dispositifs ont été lancés et sont en cours d'expérimentation aussi par les différents partenaires qui sont ici présents ou qui font partie du PRST. Donc à la fois auprès des services de santé au travail, de la CARSAT, du réseau Anactaract, en partenariat avec l'État, et puis aussi d'autres initiatives aussi avec d'autres partenaires et également aussi avec la région. Voilà, on vous a mis tous les liens auxquels vous pourrez accéder en cliquant sur les phrases qui sont indiquées en bleu pour pouvoir parcourir et avoir davantage d'informations, sachant qu'on ira dans le détail, ne vous inquiétez pas, le 2 septembre et échanger avec vous à ce sujet. Et on va lancer maintenant le Zoom qu'on souhaitait aborder avec vous sur 5 points de méthode. Les 5 qui sont ressortis du sondage et de manière majoritaire.
On va faire un point sur le pilotage, le diagnostic, l'état des lieux, l'expérimentation au cœur du plan d'action, et puis ce lien avec QVT CSE et l'animation des espaces de discussion. Le premier point sera abordé par Florian sur le pilotage d'une démarche qualité de vie au travail. Je te laisse la parole. Merci Aurore. Donc toujours dans cette idée de partager avec vous un certain nombre de repères sur la QVT. Donc en préparation de ce webinaire, on a fait donc passer un sondage dont vous voyez le résultat. Ce qui ressort de ce nuage de mots, bon, bien sûr, c'est les mots-clés qu'on attendait, hein. La notion d'expérimentation, la notion de co-construction, le travail au cœur aussi des sujets de discussion, la notion de projet. Donc ça, forcément, c'est bien sûr rassurant pour nous de voir ces mots-clés s'afficher dans ce nuage de mots. En gros, il apparaît justement le terme d'expérimentation, ce qui montre la sensibilité de la plupart d'entre vous de se rapprocher au plus près des situations de travail pour pouvoir parler qualité de vie au travail. Et bien évidemment, ça appelle un certain nombre de points de repère qui, une fois n'est pas coutume, sont rappelés par l'accord national interpro de 2013, qui pose pour nous un point qui est vraiment central, c'est cette capacité qu'ont les individus à s'exprimer et à agir sur le contenu de leur travail. Donc partant de ce principe de base qui est pas anodin, qui teinte finalement toute la mise en œuvre d'une démarche de QVT, ça appelle un certain nombre de questionnements qui peuvent d'ailleurs tout à fait être des sujets d'accompagnement potentiel de la part des intervenants sur le champ de la QVT. Le premier de ces points, c'est bien évidemment quel est le degré que va accorder une direction à la capacité justement de pouvoir exprimer et agir sur le contenu du travail au niveau de ses acteurs. Ça, c'est pas un sujet qui est anodin, forcément, il faut que la direction s'engage pleinement là-dedans et au regard de ce qu'on disait ce matin sur les notions notamment de performance globale, positionner ce sujet-là comme un sujet vraiment stratégique et pas à côté des enjeux qui peuvent apparaître au quotidien. Donc ça, forcément, c'est un premier point qu'il faut verrouiller, qu'il faut s'assurer de poser comme un enjeu central déjà de la QVT. Et ça, forcément, ça appelle aussi un deuxième enjeu immédiatement, c'est la question de la construction du système d'acteurs qui va traiter de ces questions-là. Donc ça, forcément, c'est aussi un des points qui peut être aussi, encore une fois, appuyé par vous, intervenants. C'est déjà... On part pas de zéro, une entreprise, elle a déjà un certain nombre de systèmes qui existent en son sein, de fonctionnement, de groupes peut-être de travail, ou d'instances, notamment les représentatives du personnel qu'il faut pas oublier et qu'il faut pas dénaturer quand on va construire une démarche de QVT. Mais il ressort quand même à minima deux grands espaces qu'on pourrait notamment détailler la journée du 2 septembre. Mais le premier étage, c'est celui de l'étage stratégique. Donc il y a toujours... dans une entreprise, des gens qui ont le pouvoir de décision, d'autres qui ont la possibilité d'organiser, de par leur fonction, de par leurs compétences, des points de vue à amener. Ça, on y viendra après, c'est la notion de décloisonnement aussi des logiques dans l'entreprise. Donc ça, c'est tout les tâches qui va rendre possible finalement la mise en œuvre d'une démarche. Donc savoir déjà qui peut être impliqué là-dedans et qui est pertinent d'impliquer là-dedans. Et ça dépend de chaque entreprise. Et puis ensuite, il y a les tâches plus opérationnelles, au plus près des situations de travail, qu'il va falloir aussi réfléchir. En ce qui concerne ensuite les autres points clés de la démarche QVT, je vais les balayer rapidement. Bien sûr, il est intéressant, c'est un exercice qu'on invite d'ailleurs à faire dans en tout cas si je parle pour moi, pour mes interventions, c'est déjà de se questionner sur qu'est-ce qu'on entend par la QVT déjà au sein de l'entreprise. S'il n'y a pas un partage au niveau des acteurs de l'entreprise de ce qu'est la QVT, et si, pour caricaturer, certains partent avec l'idée que c'est le baby-foot dans la salle de pause, et puis d'autres, c'est justement de parler du travail, il va y avoir un souci à un moment donné. Donc il faut vraiment pouvoir mettre sur la table ce qu'on entend par QVT et qu'est-ce qu'on poursuit. Justement, un des autres enjeux qui va parler pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on pourrait appeler l'analyse de la demande. C'est quel gain on peut avoir à démarrer sur une démarche de QVT. Alors, forcément, avec le contexte actuel, c'est des choses qui vont vous parler, mais c'est vrai pour tout autre moment, de se poser la question déjà des évolutions de l'environnement que l'on subit plus ou moins, ou sur lesquelles il va falloir
s'atteler pour pouvoir faire perdurer son entreprise. Va falloir aussi se poser la question des évolutions aussi des attentes des acteurs, alors, certes des salariés, mais aussi peut-être de l'ensemble des parties prenantes, dont les bénéficiaires de ce qu'on produit. Et puis, il peut y avoir aussi des évolutions en lien avec les questions du travail, sa manière dont il est réalisé. Est-ce que c'est satisfaisant du point de vue de ce qu'on disait ce matin, la performance opérationnelle, et est-ce que c'est satisfaisant aussi du point de vue du sens de ce qu'on met dans son travail? Et puis enfin, il y a un dernier point que je vais balayer très rapidement. Il y a une notion qui souvent est un peu mise de côté, c'est la notion de projet. Vous l'avez mis dans le nuage de mots, c'est effectivement un terme qui vient assez souvent, qui est souvent une impensée dans ce type de démarche, en tout cas pas suffisamment construit. Si on ne réfléchit pas à comment on intègre cette démarche dans la vie de l'entreprise, forcément, à un moment donné, ça va poser un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que des questions de charge, par exemple. Il y a la question du décloisonnement, j'y reviens pas. La question du formalisme, ce matin, il y avait une question qui était posée sur la possibilité d'intégrer dans le règlement intérieur, justement, ces questions de QVT, pourquoi pas, mais ça, encore une fois, ça dépend de la pertinence que ça peut avoir pour une entreprise donnée. Et puis enfin, il y a un dernier point sur lequel il faut aussi absolument réfléchir, c'est les questions des fonctions de ces espaces de pilotage. Et là, je penserai notamment à la fonction de communication. Un espace de pilotage ne peut pas embarquer tout le monde. Donc, il va falloir forcément se poser la question de comment on maintient le lien et comment on montre ce qu'on est en train de produire dans cet espace. Et bien sûr, se poser la question de comment, à un moment donné, chacun va avoir son mot à dire sur la démarche. Donc voilà ce que j'avais à dire de manière très brève et sans doute de manière un peu tranchée. Il y a certainement d'autres points qui seraient intéressants de partager sur la question du pilotage et de la conception de ce type de démarche, mais il nous semblait que les points clés étaient ici, surtout les clés de réussite surtout. Merci Florian. On vous invite comme ce matin à répondre à un sondage qui va bientôt s'afficher pour aller plus loin sur ce sujet si vous en avez envie, notamment à l'occasion de la journée du 2 septembre ou de d'autres journées qu'on pourrait organiser l'année prochaine. Ça sera redondant, on le sait, par rapport au sondage de ce matin, mais en tout cas, on est dans les mêmes objets. Ceux qui n'étaient pas là ce matin, on vous demande de pouvoir répondre à un certain nombre de modalités de travail qui vous intéresseraient pour pouvoir les partager ensemble, soit sur de l'approfondissement, du retour d'expérience d'intervention, de retour d'expérience d'entreprise, de tests aussi, d'outils qu'on peut avoir, d'outils pédagogiques. Il y en a beaucoup autour de la QVT, en tout cas, qui ont pu être créés par le réseau Nactara, qui peuvent exister aussi par d'autres intervenants ou d'autres partenaires. Et puis, des échanges entre pratiques qui peut être une modalité intéressante. Voilà. Si vous n'êtes moins intéressé, n'hésitez pas aussi à répondre. Si vous avez d'autres propositions, vous pouvez aussi également même nous les proposer sur le chat. C'est l'occasion de pouvoir aussi nous les prendre en compte et trouver la meilleure modalité d'apport et d'approfondissement pour septembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. A priori, je n'en vois pas pour le moment, mais si vous en avez qui arrivent, on pourra y répondre dans les thématiques suivantes. Je sais que la digestion est difficile. Mais on va essayer de vous faire tenir le reste du temps. Et à ce moment-là, on va poursuivre avec le thème suivant. S'il n'y a pas de questions, il me semble, Fabienne. Même dans le chat. Ah, une question. Je te laisse la parole, Fabienne, pour nous présenter ces éléments. La première question qui se pose, bravo Badis, dans la démarche projet, qui devrait être le leader ? Florian. Ben, c'est un peu ce qu'on... Florian ou quelqu'un d'autre. Oui, il n'y a pas de règle toute faite. Là aussi, ça fait partie de la construction sociale, de mon point de vue, de qui est le leader. Leader, d'ailleurs, c'est pas forcément une seule personne. Ça peut être un binôme, par exemple. Ça peut être, alors j'ai des exemples comme ça en tête d'entreprises qui avaient désigné la direction, la directrice exactement, et puis un des représentants au CSE qui, en binôme, était le cœur du pilotage de la démarche. Mais ça peut avoir tout à fait d'autres formes. Reste à s'assurer que c'est clair pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise, qu'il y ait des bonnes raisons. Ça peut être aussi des questions aussi de compétences techniques, pourquoi pas, si on est sur des métiers spécifiques. Bref, là, ça fait partie là aussi des choses que les acteurs doivent se poser comme question, et c'est pas forcément d'ailleurs un intervenant de apporter la réponse, c'est plutôt l'intervenant là vient, je pense, outiller les acteurs à définir eux-mêmes qui va guider la démarche. Au contraire,
cœur d'ailleurs de cette question, c'était quid des compétences nécessaires et utiles. Tu y as répondu en partie. Tu peux rajouter des éléments si tu veux, Florent. Il y a aussi une question sur une question de connaissance. Est-ce que nous connaissons la démarche Appreciative Inquiry qui est idéale pour permettre d'impliquer tous les acteurs des organisations. Bon, voilà, au pot commun, il sera possible de mettre des outils déjà pour le 2 septembre, voire plus, à voir comment on peut mutualiser et partager des ressources multiples et variées. Question, quels moyens mis à disposition les entreprises sont-elles susceptibles d'investir? Alors, c'est une question qui est très large. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, Florian, Anne-Marie. La question des moyens, elle se pose de mon point de vue, après déjà avoir répondu en tout cas en partie à la question des objectifs. Je pense que la dimension qu'on va donner à la démarche, elle dépend aussi des enjeux qu'on a justement identifiés dans les premiers instants de la mise en place d'une démarche. Et c'est là que va se poser la question, ne serait-ce que des questions de temps, par exemple, hein, si on est sur une approche où on fait une analyse typiquement stratégique de l'environnement de l'entreprise et qu'on observe qu'il y a des choses qui sont assez éloignées, si tant est qu'on a la chance d'observer des enjeux qui sont éloignés dans le contexte actuel, forcément qu'on va mettre en place des moyens qui vont nécessiter peut-être des cadences de travail qui ne sont pas forcément rapprochées. Au contraire, si on saisit plutôt un enjeu à 6 mois, forcément qu'on va mettre en place des moyens qui sont différents. Donc ça, je pense que c'est propre vraiment à chaque projet. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de mode projet. Je pense que ça a été un mot qui est apparu dans les questions. C'est en ça où d'abord, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs, quels moyens on est prêt à y mettre, est-ce qu'on est prêt déjà aussi, à ce qu'on disait tout à l'heure, à faire exprimer les gens sur leur travail et avoir un mot à dire et à pouvoir agir sur le contenu du travail. Si déjà on a ces éléments-là, après on peut se poser plus sereinement la question des moyens en lien bien sûr avec les objectifs qu'on a identifiés. Il me semble que quelqu'un a posé des moyens qu'il y ait déjà les compétences, hein, à savoir que en amont de ce type de démarche, une formation est nécessaire avec l'ensemble des acteurs qui seraient impliqués dans cette démarche. Ça rejoint peut-être ce que tu disais sur partager un langage commun aussi, Florian, tout à l'heure. Alors, il y a des questions qui peuvent être hétérogènes, mais qui sont tout à fait bienvenues, hein, sur notamment approfondir les modalités pour intégrer le réseau des consultants. Bon, ça, c'est pas forcément en lien avec le point qui vient d'être abordé, mais des éléments de réponse dans tous les cas, en différé, peut-être pas dans cette heure-là, à moins que Aurore je viens de répondre dans le fil. Webinaire. Oui. Je viens de répondre dans le fil. Merci Frédéric. Voilà. Là, peut-être pour en donner juste 2 mots, on vous mettra dans le document et dans le mail, on vous remettra l'adresse pour tout contact. N'hésitez pas à revenir vers nous pour que nous, on puisse après vous intégrer à la liste de diffusion pour toutes les informations. Et l'intérêt, c'est que vous reveniez vers nous comme on vous l'a indiqué, que vous soyez intervenant en Occitanie et que vous partagez tous les enjeux qu'on a pu poser ensemble. Et après, l'envie de vouloir participer et faire vivre ce réseau. Vous en faites la demande. On vous enregistre dans notre liste de diffusion et puis on vous accueille avec plaisir dans les moments qu'on va partager tous ensemble pour les événements par la suite. Et voilà. Vous venez de le voir, c'est moi qui faisais le sous-titrage en direct des interventions du président de la République quand il intervenait sur le Covid. J'ai les mêmes fautes d'orthographe. Vous voudrez bien m'en excuser. Bien. Alors, sinon, avant de passer à l'autre thématique, Anne dit que dans ce format de webinaire, c'est peut-être pas complètement réaliste d'articuler les aspects théoriques sur lesquels nous sommes en train de revenir et la pratique. C'est vrai, hein, donc c'est la raison pour laquelle dans l'animation de réseau, il sera prévu des retours d'expérience ou des retours de pratique qui vont nourrir et qui sont absolument essentiels pour nos affaires de réseau de consultants. Voilà. Tout à fait, Fabienne. Est-ce qu'il est peut-être
On va Utile de continuer. passer au thème suivant. Oui, puis à ce moment-là, s'il y a d'autres questions, on y reviendra au fur et à mesure et même à la fin. On prévoira ce temps et pour compléter aussi tes propos. Et effectivement, on peut avoir quelques modalités un peu pratiques et un petit peu opérationnelles en exemple, en illustration, mais effectivement, on ne pourra pas aller dans le détail. Ce n'était pas l'objet de nos échanges un peu aujourd'hui. C'était au moins vous proposer une animation, moi, durant la SQVT, hein, dans la mesure de ce qu'on peut, dans ce qui est possible, et en même temps pour pouvoir introduire certains éléments nous permettant d'échanger beaucoup plus le 2 septembre. Ce qui va nous amener à un peu plus approfondir la thématique suivante, animée par Anne-Marie, sur l'état des lieux. Alors effectivement, dans la continuité de ce que vous venez tous de dire et de l'approche de Florian, lorsque vous avez répondu au sondage sur cet aspect état des lieux, bien entendu, c'est le terme diagnostic qui est sorti, qui est très classique pour un consultant ou une consultante. Et on est tous dans la phase de diagnostic, d'état des lieux de l'existant, avant d'aller plus loin sur des plans d'action. Donc, effectivement, c'est un travail d'analyse, de compréhension, de repérage des forces-faiblesses de la structure qu'on accompagne. Et cette analyse, évidemment, ne doit pas être déconnectée de l'organisation, de ces enjeux, de ces contextes qu'on a vus auparavant. Alors, en toute humilité, je vais vous proposer de revenir sur les fondamentaux de l'ANI, qui fait qu'une démarche QVT réussie s'appuierait sur une approche systémique. Moi, je suis assez confiante par rapport à ça, et par rapport à la capacité des consultants de faire ça, parce que j'ai souvent rencontré des consultants très ouverts là-dessus et qui avaient plutôt cette vision effectivement 360 et qui avaient cette capacité de récupérer et de bien exploiter les données de la phase précédente qu'a évoqué Florian, notamment sur les enjeux et les facteurs clés de succès, de réussite de la démarche. Et vous voyez tout de suite apparaître d'ailleurs un levier d'action sur cet état des lieux qui est la faculté de partager dès le départ le diagnostic, ce qui n'est pas déconnecté du fameux comité de pilotage qu'on a évoqué avant, qui doit être paritaire, complet et associer l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et du coup, je vais vous confirmer dans la slide suivante qu'on est bien sur un travail presque de cerveau partagé, qu'on est capable de co-construire dès le départ, et pas simplement en phase diagnostic, mais aussi co-construire dès la phase pilotage, continuer à co-construire dans le diagnostic. Et d'ailleurs, la méthode que retient l'ANAC-TARAC dans son réseau et sa communauté, c'est la méthode de l'évaluation embarquée, qui permet de faire de la co-conception en temps réel et de faire le diagnostic dans la foulée, tout en expérimentant en même temps, avec ce droit à l'erreur qu'avait déjà évoqué d'ailleurs ce matin Fabienne. Et du coup, après, l'idée, vous verrez, finalement, ce diagnostic, il n'est pas isolé en silo par rapport au reste de la démarche, puisqu'on est en permanence dans la co-construction et dans l'expérimentation, en fait, collective. À partir de là, ce qui est le plus délicat, c'est qu'une fois que le diagnostic est fait, ce sera effectivement d'identifier les actions prioritaires. Alors, pour avoir un tri un peu plus pertinent, vous connaissez tous, je ne vais pas vous donner une leçon sur la méthode des 5 carrés, que tous les ergonomes connaissent très bien, ou sur la méthode Ishigawa de management de la qualité qui s'appelle Itamami, ou bref, des choses comme ça. Vous les connaissez, je dirais, relativement toutes. Par contre, l'intérêt, c'est que vous voyez que l'activité de travail est au cœur du sujet et qu'on va prendre en compte toujours dans cet état des lieux les conditions d'exécution. Donc là, on va retrouver l'environnement, l'organisation, les objectifs, les procédures existantes, mais on va prendre en compte surtout l'opérateur et puis les effets que le travail a sur lui et sur l'entreprise dans sa globalité. Donc, on met vraiment au cœur la discussion sur le travail réel et on associe les salariés dès le départ. Donc ça, je ne vais pas vous surprendre avec ce schéma que vous connaissez la plupart du temps tous et que vous pratiquez presque au quotidien. Et on retrouve donc les 5M, Itamami, c'est un petit peu tout ça la même chose. Mais après, du coup, en termes d'outils, on a la possibilité de faire appel à plusieurs ressources. Et c'est vrai que dans les TPE-PME, finalement, les ressources ne sont pas toujours aussi précises,
puisque la base de données économique et sociale n'est disponible qu'à partir de plus de 50 salariés, obligatoire. On peut avoir des rapports, des indicateurs qui sont dans des ressources documentaires externes, comme celles très fournies de l'INRS. On peut avoir des rapports ad hoc ou des enquêtes qui ont été commanditées, voire des expertises, puisque je sais que certains d'entre vous sont aussi experts CHSCT, enfin ex-CHSCT, maintenant Commission Santé Sécurité du CSE, et que vous êtes capable aussi de produire des enquêtes vraiment spécifiques. Il peut y avoir des démarches d'autodiagnostic, de baromètres sociaux, et souvent, la QVT risque de démarrer avec une démarche d'autodiagnostic, donc où les gens vont exprimer leur vision des choses très librement. Et puis, il peut y avoir aussi des observations de situations de travail terrain et des analyses de situations de problèmes qu'on retrouve dans la prévention des risques psychosociaux et des rapports de situations comparées qui, elles, sont empruntées aux outils qu'on utilise dans l'analyse de l'égalité homme-femme actuellement. Voilà, notamment donc sur la question du genre et de l'équité entre les hommes et les femmes. Donc, en fait, vous voyez qu'on peut en fait rentrer par tout un tas d'indicateurs et cette liste est bien sûr non exhaustive, elle va s'enrichir de nos expériences de terrain et selon les besoins, les spécificités, mais elles auront un point commun, c'est d'être la plus exhaustive possible et de ne pas oublier un point stratégique, comme a pu le préciser Florian dans la démarche. Mais là, évidemment, c'est ouvert, mais c'est peut-être là qu'on aura du travail à présenter nos expériences, réussies, moins réussies, pour débattre des outils et de la pertinence des outils en fonction des contextes. Et puis, on aura dans les concepts qu'on va certainement partager dans le réseau, en termes d'état des lieux, on aura la possibilité de parler de livrables, mais ça c'est classique dans les appels d'offres, mais aussi d'innovation peut-être, d'axes de créativité. Et par exemple, là, on a mis en photo le jeu des jeux pédagogiques, l'essentiel de la QVT qui est proposé par le réseau. Mais il y a d'autres jeux, vous avez cité d'autres méthodes, il y a d'autres jeux qui existent et de facilitation également. Et en fait, l'état des lieux va conduire à utiliser aussi des outils qui permettront peut-être aux gens de rendre la chose moins laborieuse et peut-être un peu plus ludique. La conclusion de tout ça, à la sortie, c'est d'être prêt à engager la phase de plan d'action, puisque ce jeu notamment permet de trier ce qui est important, urgent, prioritaire, non prioritaire, ensemble. Voilà. Donc, j'ai pas, bien sûr, dans le temps qui m'est imparti, j'ai pas balayé tout ce qui existe, hein. Mais au moins, ça donne une idée de ce que peut être un état des lieux. Merci, je vous laisse Anne-Marie. réagir. Oui, tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachant que pour l'approfondissement, par rapport au fait que notre temps est aussi limité pour pouvoir vous donner aussi ces temps et ce Zoom, vous pouvez répondre au sondage qui va bientôt s'afficher et qui vient de s'afficher pour pouvoir approfondir un petit peu cette thématique-là. Et l'exemple que tu proposais, Anne-Marie, effectivement, c'est de se dire, est-ce qu'il y a cet intérêt de vouloir aussi même tester certains jeux pédagogiques qui sont aussi une belle modalité pour pouvoir faire travailler autrement les entreprises sur cet état des lieux, sachant qu'il y a aussi toute cette partie sur l'existant qui est aussi intéressante et ce que tu soulignais également. Donc voilà, il y a plusieurs façons de pouvoir aller plus loin sur le sujet. Et je laisse la main à Fabienne s'il y a des questions autour de la thématique. Bien sûr. Non. Si, il y a une question de Mairie. Il y a une question de Mairie. Alors, si, une question, voilà. Oui, tout à fait. Donc, Mairie demande, parmi les techniques de facilitation de Serious Game, Innovation Game, quels sont les outils officiels que vous avez l'habitude d'utiliser en dehors des cartes? Alors, moi, à titre personnel, j'ai des collègues qui m'ont présenté le LIGO Serious Game, mais qui peut-être en ces temps de Covid va être difficile à utiliser parce qu'il faudrait presque désinfecter chaque petite pièce. Donc, ça risque d'être délicat. Mais j'ai des collègues qui participent,
enfin, qui sont le design thinking également, des techniques de facilitation graphique pour exprimer les idées. Il y en a beaucoup en fait, hein. Mais là, je pense qu'on a au sein de notre groupement pas mal de ressources en la matière. Voilà. Je pense qu'il y aura sans doute autour de ce sujet-là des échanges, puisque Nathalie demande quels autres outils ou jeux préconiser. Donc, il y a peut-être, Frédéric, une boîte à outils voilà, de la il y a Natara que je ne matière connais pas à complètement ébaucher aussi, hein. une liste. Il y a pas mal d'outils, mais ce qui sera intéressant, c'est le 2 septembre, on va essayer de trouver une formule qui nous permette de se présenter les outils que les uns et les autres utilisent, de les discuter, de les patouiller un peu et de se forger à partir de là un point de vue. Je crois que l'essentiel, c'est ce que tu indiquais tout à l'heure, être bien dans une logique de mettre à contribution les principaux acteurs du travail et ceux qui le représentent et ceux qui pilotent dans une perspective stratégique l'entreprise, et que chacun soit bien associé à cette phase d'état des lieux, qu'on le fasse bien à partir des situations de travail pour aboutir à un diagnostic partagé. Et ça, c'est l'essentiel, identifier les sujets qui ensuite permettent de travailler. Après, les outils qui permettent de le faire, j'ai envie de dire, beaucoup d'outils sont bons, peut-être pas tous, mais beaucoup d'outils sont bons. Je n'ai pas cité mes collègues de l'économie de la fonctionnalité de la coopération qui font aussi des diagnostics dans un esprit de valeur d'usage partagé. Enfin, on a plein de variantes. Et du coup, ça vaut vraiment la peine qu'on prenne un temps, peut-être le 2 septembre, pour se présenter et patouiller un peu autour de ces outils et puis discuter pour confronter nos points de vue, pour évaluer ceux qui nous vont le mieux, ceux que l'on pense le plus utile. Et puis après, chacun, dans sa pratique d'intervenant, va se sentir plus à l'aise avec tel ou tel outil. Il y a des gens qui aiment beaucoup le diagnostic photo pour pouvoir ensuite travailler à partir de là et discuter. Le jeu de cartes marche bien. Enfin voilà, ça vaut vraiment le coup qu'on ait cette séance-là un peu pratique le 2 septembre, je crois. Alors, autre nature de questions, Cécile s'interroge sur la conciliation qualité-délai quant à la réalisation de cet état des lieux. Donc, elle se demande si ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Oui, Cécile, tu as en partie raison. Il y a un petit problème de compression du temps sur cette phase. Les stratégies qui ont été adoptées par quelques consultants, c'est de prévoir des groupes de travail qui ont lieu en parallèle sur des thématiques complémentaires, pour pas faire ça en fil chronologique à la suite, et de créer en fait des thèmes issus des enjeux qui ont été identifiés dans la phase de pilotage et du contexte de l'entreprise, qui puissent être traités par des sous-groupes en parallèle et simultanément, pour justement ne pas mettre tous les thèmes les uns à la file des autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à ton idée, mais en tout cas, du coup, le fait en fait d'être participatif permet au contraire de traiter beaucoup plus d'éléments en même temps que de le faire comme si on le faisait de manière linéaire. Merci à vous pour vos questions. Peut-être qu'il y avait d'autres questions, mais on va continuer le fil de nos thématiques sur les points de méthode. Et si besoin, on reviendra à la fin. Le temps passe très vite. Une heure est très court, on le sait. Et on voit bien que vous avez énormément de questions et d'attentes auxquelles on va essayer de pouvoir y répondre le 2 septembre. Et donc, je vais continuer avec la démarche QVT et CSE et donner la main à Frédéric pour la suite. Merci. C'est un beau sujet. Je pense que là aussi, on pourra, et je regardais ce qu'il y avait tout à l'heure dans le fil, je pense qu'on pourra avoir quelques échanges intéressants. Et peut-être même, ça peut être un sujet sur lequel il peut être pertinent d'avoir, au sens de ce qu'utilise Claude, quelques controverses professionnelles entre nous sur la façon dont on travaille sur le sujet. Je pense qu'on ne sera pas forcément spontanément tous d'accord. Alors on est bien d'accord en tous les cas avec le nuage tel qu'il a été produit, et je le trouve évidemment intéressant, qui positionne les questions de démarche QVT, de relation entre démarche QVT et CSE comme étant un objet fort autour des questions sociales. Et on a parlé ce matin de performance globale avec la dimension sociale de la performance globale. Évidemment, c'est un registre que les CSE vont avoir à cœur de pouvoir traiter
Leur prérogative permet de ne pas être d'ailleurs que sur les questions sociales. Et vous faites le lien entre le social, les notions de représentation. Et je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que le CSE a une dimension de représentation donnée et légitimée par le vote dans les entreprises. Et que si on veut parler des représentants des personnels, ceux qui ont été élus par les salariés sont effectivement légitimes pour l'être. Et que c'est important de l'avoir à l'esprit quand on va penser le dispositif d'action pour permettre à chacun d'exister dans les fonctions et rôles qui sont les siens dans la vie de l'entreprise. Ensuite, on parle de négociation, ça indique que l'on peut être amené à réfléchir à une notion d'accord. On parle de notion d'implication et on parle de participation. Et du coup, on intègre deux dimensions qui, à mon avis, sont complémentaires dans votre réponse au sondage. Il y a la notion de représentation et la notion de participation qui nous intéressent beaucoup pour travailler sur ces questions-là. Alors, évidemment, les partenaires sociaux sont à l'initiative et sont à l'origine de l'accord national interprofessionnel de 2013. Donc, évidemment, ces questions du dialogue social sont... Alors, cet accord est le produit d'un dialogue social au niveau interprofessionnel et national. Et évidemment, ces questions-là sont très présentes dans leurs préoccupations. 19 paragraphes, rien que ça, qui traitent des questions de dialogue social et de qualité du dialogue social dans cet accord. Et puis un article 1 qui permet de dire que la qualité de vie au travail est l'objet d'un dialogue social organisé et structurant dans la vie de l'entreprise. Donc, il positionne cette question-là comme étant un objet de travail pour les représentants des salariés, de la direction, les représentants des salariés. C'est confirmé par les prérogatives des CSE. Quand on est dans les moins de 50, on est sur de la représentation, de la présentation de réclamations individuelles et collectives, mais quand on est sur de la représentation de réclamations collectives, évidemment qu'il y a des sujets liés au travail, évidemment qu'il y a des sujets liés à l'organisation, qualité des relations sociales, parcours professionnel, formation et tout ce qui permet éventuellement équilibre vie pro, etc., santé au travail. Donc, on va retrouver ça dans les moins de 50 et on va retrouver ça à plus forte raison dans les plus de 50, où là, c'est explicitement indiqué. Le CSE qui va travailler en tenant compte des intérêts, on retrouve Claude d'ailleurs, tiens, autour de la notion des intérêts, les décisions relatives, donc le CSE s'intéresse aux décisions relatives à la gestion, l'évolution économique et financière de l'entreprise. Donc on renvoie vers ce dont nous parlait tout à l'heure Florian, la capacité à réfléchir sur les enjeux stratégiques de l'entreprise, l'organisation du travail dont on s'est dit ce matin qu'elle était centrale pour réussir et penser les démarches QVT, la formation professionnelle, les techniques de production. Et donc on voit bien que les CSE ont des prérogatives sur ce qui fait le cœur de mécanisme, le moteur en fait des démarches QVT, et ils ont des prérogatives sur cette affaire-là. Et donc, il est hors de question de les mettre sur la touche. On n'a pas le droit de les mettre sur la touche quand on pense les démarches QVT. Du coup, et c'est la diapositive suivante, merci. Ça vaut la peine de réfléchir à cette question-là parce que tout à l'heure on parlait de diagnostic partagé, on parlera espace de discussion sur le travail, on parle de démarche participative, on parle de prendre le temps de discuter avec les experts du travail de ce qui mérite intérêt dans le cadre des démarches QVT. Et puis, on parle aussi de l'enjeu à permettre aux représentants du personnel de jouer leur rôle. Et donc, on va, et puis avec les directions, et donc on est en train de travailler, en fait, et on a besoin de réfléchir. Quand on pense méthodo QVT, on a besoin de réfléchir à la place que l'on va donner à chacune des familles d'acteurs constitutives du système complexe des relations sociales dans l'entreprise. La direction, les représentants du personnel, dans les entreprises moyennes et grandes, la ligne hiérarchique et les salariés qui composent le collectif. Et chacun, il faut que la place de chacun puisse être réfléchi. Et on voit bien que quand on travaille sur la dimension salarié-encadrement, que l'on va être sur l'état des lieux de ce qui se passe en situation réelle de travail, on va être sur le registre de la démarche participative et du dialogue professionnel et on va pouvoir installer là les espaces de discussion sur le travail. Et quand on est sur le niveau des échanges entre la direction et les représentants du personnel, on va être sur les dynamiques représentatives et on va être sur le dialogue social. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite au Canada auprès de 400 entreprises de taille moyenne et un peu plus grande, donc on est plutôt dans la PME, et des entreprises que l'on a regardées secteur professionnel par secteur professionnel et qui montrent très bien que les entreprises qui produisent des transformations, des innovations organisationnelles sans demander l'avis ni des représentants du personnel ni des salariés n'ont pas des résultats terribles ni d'un point de vue économique ni d'un point de vue social. Quand on a des démarches qui sont participatives ou des démarches qui sont représentatives, donc ou avec les salariés ou avec les représentants des salariés, on a des résultats qui sont un peu meilleurs. Et les entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats et dans la durée sont celles qui sont capables d'associer une dimension représentative et une dimension participative pour
pour réfléchir au projet stratégique et organisationnel de la structure. Donc, il y a bien une corrélation positive entre performance économique et sociale, implication des salariés et mobilisation des représentants du personnel pour évoquer les questions d'intérêt collectif des salariés. Donc ça, il faudra bien sûr le travailler. Et du coup, dans la composition et dans la façon de travailler, on parlait tout à l'heure du comité de pilotage. J'ai vu que certains disaient c'est vachement bien quand on associe des représentants du personnel, des gens qui sont des salariés, des managers, etc. dans le comité de pilotage. Ouais, sauf qu'on est en train de dire aux représentants du personnel, vous êtes que moyennement représentatif, et ça peut être source de tension dans un certain nombre d'entreprises où ils l'acceptent pas bien, et ça peut être des facteurs de limitation de la capacité à agir dans les démarches QVT. Il faut bien réfléchir à la place des uns et des autres pour que chacun existe dans son rôle, ses prérogatives soient respectées pour fonctionner dans une démarche dynamique. Et on reviendra tout à l'heure sur les notions d'expérimentation. Enfin, pour finir, puisqu'on parlait d'articuler et simplement pour évoquer deux cas qui permettent d'illustrer la façon dont on peut travailler. Le cas ACMET pour accord de méthode, où on est dans une entreprise où en fait les représentants du personnel ont été mobilisés, ont défini un accord de méthode qui a permis d'installer un comité de pilotage de la démarche QVT distinct du CSE, qui a permis de faire le travail d'état des lieux, la mise en place d'espaces de discussion sur le travail, de faire des propositions de dispositifs d'action qui ont été présentés en retour devant le CSE, qui a pu à ce moment-là donner un point de vue, un premier niveau de point de vue sur la production au regard des prérogatives qui sont les leurs, permettant de donner de l'autorité, de la puissance à l'expérimentation qui derrière va être réalisée, qui va être évaluée, qui permettra de revenir devant le CSE. Et in fine, ça a produit un très bel accord QVT qui, contrairement à la majorité des accords QVT que l'on a eu l'occasion d'observer, on a fait un travail de regard systématique de tous les accords QVT signés dans les entreprises d'Occitanie. Grosso modo, globalement, c'est triste à mourir, hein, les contenus de ces accords-là. Ceux qui sortent du lot sont ceux qui ont su mettre en place ces démarches un petit peu participatives et représentatives et associant les doubles dimensions. Et le deuxième cas, le cas d'EDT, ça sonne bien à l'oreille, le cas d'EDT, qui là est plutôt parti sur la mise en place d'une démarche avec installation d'un copil et les EDT, les espaces de discussion sur le travail, comme modalité pour comprendre les sujets sur lesquels il était utile de travailler. Et les résultats ont été présentés au CSE, discutés de manière à ce que le CSE soit respecté dans ses prérogatives, qui a permis de mettre en place derrière les expérimentations qui ont produit là aussi des résultats qui ont été évalués, présentés au CSE. Et quand on a cette dynamique-là, eh ben, on a cette prise en compte des enjeux des différentes familles d'acteurs qui produit des résultats intéressants. Je me tais là parce que sinon je vais être trop bavard. Excusez-moi. Merci Frédéric. On a la place pour une ou deux questions. Donc Frédéric, le temps de respirer. Donc Mairie s'appuie sur l'étude canadienne et demande comment se définit l'innovation organisationnelle. Est-ce que c'est dans la lignée des entreprises libérées, des entreprises colorées, avec la notion de spirale dynamique ou autre? Frédéric, tu as quelque chose à dire? Quelque chose à dire. Je sais bien. Oui, alors en fait, on n'est pas spécialement dans des entreprises libérées. Dans certaines configurations, c'est effectivement des modèles organisationnels de ce type-là. Dans d'autres, ce sont d'autres modèles organisationnels. Et en fait, quelle que soit la configuration organisationnelle, le fait d'associer les uns et les autres joue un rôle positif favorable. Mais très clairement, quand on est en train d'associer représentants des salariés et mobilisation des compétences des experts pour discuter des situations de travail et que l'on a envie d'apprendre de ces situations-là pour faire mieux, on commence à être dans des logiques d'organisation apprenante qui semblent être quand même plutôt porteuses et génératrices d'effets plutôt favorables. Il y a une très belle étude de la Fondation Dublin qui d'ailleurs va un peu dans le même sens, et qui pourrait être également cité. Et Didier, tu te poses la question des moins de 50 salariés, tu as bien raison, et dans les il y a de nombreuses petites entreprises où il n'y a pas de représentants élus des salariés, il n'y a pas de CSE, donc à ce moment-là, et on pourra en discuter le 2, il y a d'autres modalités qui permettent malgré tout de travailler dans une logique de représentation, et il n'est pas rare d'ailleurs que des actions un peu finement menées sur des logiques de représentation du collectif de salariés dans des entreprises de moins de 5 ans aient pu conduire plus tard à la mise en place d'instances représentatives du personnel pour le plus grand bien de tous les acteurs de la boîte. Donc, c'est des sujets, mais évidemment, c'est pas parce qu'il n'y a pas de CSE qu'on ne fait pas de QVT.
ce serait trop dommage. Je vous propose qu'on poursuive sur les deux autres thématiques Oui. et qu'à ce moment-là, on puisse répondre aux questions par la suite. Et même, je vais vous proposer une modalité particulière pour pouvoir aussi respecter le temps qu'on a ensemble, même si je sais que vous avez des questions et ce besoin d'échange. Je propose en fait qu'on poursuive sur animation des espaces de discussion et qu'on fasse la suite, Frédéric. Après, avec la partie expérimentation, parce qu'il y a vraiment ce lien entre les deux thématiques, Oui. et en même temps, on partagera ensemble vos questions et vos réflexions pour pouvoir aussi être dans les temps. Et puis, je vous invite aussi à répondre aux sondages qui vont s'afficher au fur et à mesure pour les 5 thématiques. Par rapport aux espaces de discussion, dans votre vision, on est vraiment sur ce qui va ressortir. Il y a quatre grandes champs et axes qui sont importants. C'est qu'on y parle de travail, c'est que ça se fait dans des règles de partage, de dialogue, d'échange, autour d'outils d'animation qu'on a pu évoquer ensemble. Parfois, ça peut être du co-développement et sur d'autres formes aussi d'animation possibles. Et les espaces de discussion, il y a également énormément d'écrits, de kits et d'outils qui ont été créés autour de ça. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de pouvoir partager avec vous un certain angle. Je suis désolée pour l'organisation des slides. C'est de se dire qu'en fait, ça part aussi de l'ANI, les espaces de discussion sur le travail, que nous, on a nommé EDT. Donc, quand je vous parlerai d'EDT, c'est espace de discussion sur le travail, avec cet intérêt de se dire que vous connaissez ce schéma. De quoi on parle quand on parle d'espace de discussion? C'est qu'on parle d'un espace qui est collectif, dans lequel on va avoir des salariés, mais aussi la place des managers est aussi questionnée dans ces espaces-là. En tout cas, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise sont aussi présents dans un espace qui va être créé, qui va soit être créé ou revisité, pour parler du travail. Et le cœur du travail, c'est, comme on dit, c'est les situations de travail, c'est le travail réel, c'est l'activité de travail, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe dans une situation et quelles en sont soit les problématiques qui en ressortent, soit les champs qui sont intéressants de pouvoir explorer autour de ça. Et donc, on s'autorise la controverse, comme on dit, sur le travail, ou même la dispute professionnelle pour pouvoir débattre autour du sujet, dans le but aussi de produire des solutions, des pistes qui seront expérimentées. Tout est lié entre cet échange et cette expérimentation. Et puis, on fait le lien avec le fait qu'il y a d'autres instances qui existent où ce n'est pas le lieu de négociation de revendication, elles sont propres et spécifiques dans les entreprises. Et donc, voilà, les espaces sont en interaction, comme on l'expliquait, dialogue professionnel, dialogue social. Dans quelle situation? Dans ce qu'on reprend schématiquement, on peut dire qu'il y a 3 grandes finalités dans les espaces de discussion. C'est un peu les portes d'entrée pour se dire comment on va mettre en œuvre, organiser et animer un espace de discussion. Les conduites de projet est une porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau projet d'installation d'une ligne de production, on va avoir l'envie d'avoir une nouvelle forme d'organisation du travail. Comment instaurer le télétravail? Ça, c'est même une préoccupation qui est remontée beaucoup par les TPE-PME en lien avec la crise sanitaire. C'est comment intégrer de manière pérenne cette nouvelle modalité de travail qui parfois n'avait pas été du tout expérimentée. Et donc, c'est une question qui se pose autour de quelles sont les situations de travail actuelles et quelles sont les situations de travail futures. Et puis, d'autres finalités que vous connaissez, soit sur la résolution de problèmes ou soit sur la régulation collective de pratiques professionnelles, de modes opératoires qui sont nécessaires d'être structurés autour d'un espace avec les principaux concernés. En principe clé de réussite, et c'est un principe clé qui se retrouve un peu dans l'ensemble des notions qu'on porte au niveau du réseau, autant sur le management du travail, par rapport à ce qu'on a pu évoquer ce matin, qui est lié aussi aux expérimentations, c'est le principe de subsidiarité. Ce principe-là, il est aussi complexe, c'est à la fois de se dire, on va tenter, et en tout cas, on va essayer de le faire du mieux possible, c'est-à-dire de faire en sorte que les décisions qui vont être prises dans ces espaces-là, on va parler du travail, on va essayer de trouver des pistes de solutions, des pistes d'expérimentation, ça soit fait avec les principaux concernés et qui puissent être aussi les principaux acteurs des décisions et que les décisions soient prises par ces acteurs-là, qui soient au plus près du travail.
Et donc, ce principe-là, dans ce qui ressort, c'est de privilégier le niveau inférieur d'un pouvoir de décision aussi longtemps que le niveau supérieur ne peut pas agir de manière plus efficace sur les questions du travail. C'est aussi un objet de débat de questionner autour de ça, mais l'idée, c'est de se dire qu'il faut agir sur l'activité de travail, l'organisation du travail, si l'organisation et puis la hiérarchie permet aussi de pouvoir utiliser ce principe-là, de se dire on donne du pouvoir d'agir et des pouvoirs de décision aux salariés qui sont concernés par la situation de travail qui est en question, voire même la stratégie. Ça va vraiment dépendre aussi des contextes, mais c'est possible de le faire dans certaines structures qui ont cette envie de pouvoir redonner du pouvoir d'agir et du pouvoir de décision et d'expression. Là, on est autour de ces notions-là. On pourra même l'accentuer sur la partie expérimentation juste après. Et pour vous donner un petit peu une étendue quand on parle d'animer un espace de discussion, c'est d'abord l'organiser, parce que dans les modalités d'animation, je pense que vous les connaissez tous, il y a plein de modalités possibles, et même vous en créez. Donc, ce n'était pas l'idée de pouvoir refaire un topo là-dessus, c'est de se dire que forcément, quand on échange sur le travail, il faut l'organiser, et il faut partir forcément d'un projet initial, ça se fait dans une démarche où il y a des enjeux, des attendus, un périmètre d'action, et puis à un moment donné où on va avoir aussi des règles qui vont se poser, il y a des choses qui sont discutables, il y a des choses qui sont transformables et d'autres non. Sinon, on pourrait partir dans des débats pendant très longtemps, comme ce que je suis en train de faire. Si je ne pose pas des limites, on pourrait rester encore des heures ensemble. Et puis, des modalités possibles, c'est de se dire qu'il faut toujours partir de l'existant. C'est intéressant de recenser les espaces de discussion existants, et les analyser et valoriser aussi ce qui fonctionne bien, clarifier des objectifs, composer aussi un groupe de travail avec des personnes aussi qui soient compétentes, qui ont aussi la possibilité d'agir aussi sur un sujet et d'avoir un pouvoir de décision, qui sont aussi intéressés. La question du volontariat se pose aussi souvent, et même la composition de certains groupes avec présence ou pas présence de managers se pose aussi, et ça dépend aussi des contextes. D'autres modalités, en tout cas d'autres questions qui sont à se poser, c'est de se dire qu'il faut choisir aussi les conditions de réunion. Il faut aussi préparer cette animation-là. Et puis, la question de la formation, qui est présente dans les espaces de discussion, et même évoquée pour vous, présent même avant de commencer une démarche de qualité de vie au travail, elle est aussi indispensable. C'est qu'est-ce qu'on y met derrière un espace de discussion, comment on l'anime, voilà, toutes les questions qui sont posées ici. Et l'objectif, comme pour l'expérimentation, c'est de tester des nouvelles façons de discuter du travail, d'élaborer des solutions et en même temps de prendre des décisions. Je vais au plus court et je laisse la main à Frédéric pour continuer sur l'expérimentation et échanger avec vous par la suite. Ok, je prends le relais effectivement, et puis le temps, nous avons été gourmands en temps jusqu'à maintenant, et du coup il faut un peu accélérer. Du coup je vais vite sur le nuage de mots que tu peux afficher quand on est sur le volet expérimentation, mais les points clés sont là, c'est-à-dire qu'on a le principe d'action, tester, améliorer, évaluer et agir. Donc on est bien sur les fondamentaux, l'essentiel. Avec ce nuage-là, tu peux passer sur la diapo suivante qui permet de dire que effectivement la notion d'expérimentation, alors c'est intéressant, les partenaires sociaux, quand ils négocient l'accord national interpro, introduisent la notion d'expérimentation comme étant une modalité qu'ils retiennent ensemble comme pertinent pour pouvoir essayer d'agir sur ces questions de qualité de vie au travail. Et avec la notion d'expérimentation, du coup, on trouve là un des piliers méthodologiques en fait de la réussite des démarches QVT. On a parlé des espaces de discussion sur le travail. Aurore a évoqué le concept de subsidiarité pour des décisions plus proches du lieu de réalisation de l'activité et la notion d'expérimentation qui permet de tester avant de graver les actions dans le marbre. Et la diapo suivante permet de dire qu'en fait, cette notion d'expérimentation, et pour l'avoir testée dans des environnements un petit peu chauds d'un point de vue social et où l'innovation n'est pas forcément quelque chose de facile, ce qui souvent conduit à ce que l'on soit gêné dans la capacité à agir, c'est du côté des directions la peur que, en mettant en œuvre une action qui est un peu différente de ce que l'on faisait d'habitude, on s'engage et on s'engage durablement dans quelque chose dont on n'est pas sûr qu'il soit efficace du point de vue de la qualité de la prod, du point de vue des résultats économiques. Et donc, on hésite à s'engager dans des démarches d'action
quand du côté des salariés, parce qu'on a peur que ce soit coûteux, hein, côté direction, on a peur que ce soit coûteux d'un point de vue économique, et du côté des salariés et de leurs représentants, bien souvent on n'ose pas y aller parce qu'on ne sait pas bien ce que ça va produire d'un point de vue social, et on a peur que ce soit un peu coûteux d'un point de vue social. En tous les cas, on n'en mesure pas tout à fait les résultats maintenant. Et du coup, cette crainte des effets produits d'un point de vue économique ou social conduit souvent à être empêtré et produit à une forme d'empêchement dans l'action, qui peut être dépassé par la notion d'expérimentation. Et du coup, la slide suivante permet de dire que ce qui nous intéresse, alors on est dans un cadre il faut qu'on installe le cadre qui permette cette expérimentation, qui permette de se donner là pour le coup, des espaces nouveaux pour pouvoir agir. Donc il faut qu'il y ait une forme d'autorisation donnée à expérimenter. Ce qui veut dire que on va pouvoir dans des espaces que l'on va essayer de maîtriser, c'est-à-dire puisque l'on veut, l'idée de l'expérimentation, c'est on teste avant de généraliser et avant de graver dans le marbre. Donc, on définit un périmètre que l'on maîtrise, dans lequel l'expérimentation va produire des engagements qui seront relativement maîtrisés, dans lesquels il sera possible d'évaluer les résultats produits par les actions que l'on aura réalisées et de se dire, à l'aune de ce travail d'évaluation des résultats produits, si cette action mérite d'être maintenue, auquel cas très bien, et peut-être généralisée, si elle mérite d'être améliorée, auquel cas on le fait, on reteste et on expérimente, ou bien si cette action, tout compte fait, elle ne produit pas les résultats, et ben c'est pas grave, on a dealé, on a convenu au départ, c'est le principe même de l'expérimentation. Si c'est pas bon, ben c'est pas bon, donc on va pas continuer des choses qui sont pas bonnes. Et du coup, le risque est limité pour tout le monde, d'un point de vue économique pour la direction, d'un point de vue social pour les salariés et leurs représentants. Donc voilà un peu autour de cette idée d'expérimentation, ce qu'il était intéressant de dire. Et puis, puisqu'on parle d'évaluation, alors qu'est-ce qui permet de se dire, et là-dessus, il y a un vrai travail que l'on peut peut-être faire, y compris dans un cadre un petit peu dynamique et créatif le 2 septembre, on a besoin de travailler aux différents critères d'évaluation des résultats produits par les actions mises en œuvre. Donc, ça veut dire que d'abord, il faut avoir une petite idée des résultats attendus par les actions. Et ensuite, il faut qu'on travaille sur des critères. Les critères, ils sont en lien avec ce que l'on évoquait ce matin et ce que Florian évoquait ce matin en termes de performance globale des entreprises. Et il faut qu'on puisse mesurer les résultats produits du point de vue du client ou de l'environnement de l'entreprise, du point de vue des salariés et de leur satisfaction au travail, et du point de vue de l'entreprise et des résultats économiques. Et donc, on a bien des critères à évaluer, à poser en termes de qualité de la production, de qualité sociale ou de qualité ou effet sur les aspects économiques. Et ensuite, il y a la question des indicateurs de mesure des résultats qu'il faut pouvoir travailler. Et ça, c'est un autre registre, ça découle de ce travail sur les critères, de manière à pouvoir produire, et tout l'enjeu est d'arriver à trouver des indicateurs qui soient parlants, qui ne soient pas des indicateurs gestionnaires classiques. On en a déjà tellement dans les entreprises que personne n'utilise, ou en tous les cas, les salariés ne les lisent pas. Là, l'idée, c'est d'avoir des indicateurs qui permettent de donner à tout le monde la possibilité de mesurer en temps quasi réel les résultats produits par les actions, de pouvoir en délibérer. Donc, on va à nouveau avoir des espaces de discussion qui vont pouvoir se mettre en œuvre. Donc, observables par le plus grand nombre pour pouvoir délibérer et pour pouvoir décider des corrections éventuelles à apporter, pour pouvoir décider de la pertinence de pouvoir poursuivre les actions engagées et de les généraliser, ou au contraire de les faire évoluer ou de les arrêter. Donc, ces notions de critères d'évaluation et d'indicateurs de résultats sont constitutives de la réussite de ces démarches QVT, et toute l'expérimentation vise à ça en fait, hein. Oser faire autre chose que toujours plus de la même chose, donc se donner du pouvoir d'innover ensemble dans des espaces maîtrisés au périmètre limité, réduisant les risques économiques et sociaux et permettant du coup de faire différemment, évaluer les résultats produits pour décider des suites qu'il sera pertinent de donner aux actions retenues. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir le 2. Merci Frédéric pour cette synthèse. Et pour parler aussi d'aller plus loin et même expérimenter de nouvelles choses, vous avez le sondage qui vient d'apparaître, et même sur les 2 thématiques, pour pouvoir répondre à nos questions sur les modalités qui seraient intéressantes d'ouvrir et de mettre en œuvre le 2 septembre et même plus après. On vous laisse y répondre. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va essayer d'y répondre à un certain nombre. Si on ne répond pas à toutes vos questions, on y reviendra le 2 septembre pour pouvoir aussi vous les donner, les partager au plus grand nombre.
Je vais donner la main à Fabienne et vous indiquer également, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, qu'on vous renverra bien sûr un mail avec les 2 supports, également le contact pour que vous puissiez revenir vers nous si vous avez des questions. Et puis, pour le 2 septembre, le lien d'inscription sera transmis très prochainement parce qu'on a encore à réfléchir à cette organisation et au lieu qui est possible pour pouvoir être réunis un maximum de personnes. Voilà par rapport aux suites données. Et je laisse la main à Fabienne sur des questions potentielles où on peut répondre à 1 ou 2 pour respecter aussi le timing qu'on s'était fixé. Alors, je ne veux pas faire de préférence, mais l'une des dernières questions de Didier, c'était sur la démarche. Alors, je prends. Pourquoi ne pas lier les interventions FACT Covid reprises à une démarche QVT? Je ne sais pas, je n'entends plus, c'est normal? Ah, voilà. Frédéric, tu entends? Tu m'entends? Si, ça y est, je t'entends à nouveau. Et je ne sais pas si vous m'entendez, faites un signe. Oui, je dis, il y avait une question. Ça marche. J'ai vu la question de Didier. Effectivement, Oui. Didier a parfaitement raison. Il y a effectivement un dispositif FACT qui vient d'être mis en place pour accompagner des démarches collectives post-Covid. Et je le disais avant de démarrer à Anne-Marie tout à l'heure, des projets dans des cadres collectifs, dans le cadre de ce FACT, qui viseraient à regarder en quoi les démarches QVT sont pertinentes pour travailler efficacement dans cette période de sortie progressive de confinement et repenser les futures organisations du travail dans des logiques qui sont celles de la QVT, ce serait tout à fait pertinent et il ne faut surtout pas se priver d'y aller. C'est une très belle façon d'approcher le sujet post-Covid. Voilà. Après, il y avait des remarques, peut-être plus que des questions, sur par exemple le fait de dire que dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération, il y avait une illustration de ce que peuvent être des espaces de discussion sur le travail. Il y avait une question à laquelle la réponse est positive. Oui, une démarche QVT repose sur une conduite de changement. Anne-Marie y a répondu. Il y avait une question sur est-ce qu'on a des statistiques sur l'attractivité des entreprises qui font de la QVT et la question du recrutement des talents. Voilà. Voilà. Et une question aussi très intéressante, toute récente. Dans quelle mesure les entreprises engagent une démarche QVT en situation de crise? Donc ça, ça a été déjà abordé. C'est toute la difficulté, effectivement. Oui, pour revenir peut-être aux questions là que vous abordez, je pense qu'on y répondra notamment le 2 septembre. Et il est vrai que par rapport à ce lien entre situation de crise et QVT, il y a des expérimentations là qui sont en cours en lien avec les dispositifs là qui sont portés à la fois par les différents partenaires, par l'État, la région et même le réseau. On pourra vous faire un retour sur justement des premiers enseignements et faire toujours ce lien entre la porte d'entrée, ça peut être n'importe quel sujet, une porte d'entrée peut être aussi la situation de crise, et comment aussi porter et accompagner une entreprise sur des thématiques en lien, en mettant en fait au cœur les principes de la QVT, c'est-à-dire la participation aussi des salariés à des réflexions autour du travail, au cœur du travail, en testant aussi, en expérimentant aussi des solutions et en les évaluant au fur et à mesure, et pour pouvoir aussi en tirer des enseignements. Voilà, c'est tout à fait possible de pouvoir le faire dans ce cadre-là, et on y reviendra le 2 septembre. On sait que les questions sont nombreuses. Vous retrouverez dans le support aussi vos questions pour avoir un peu plus d'informations sur les différents dispositifs. Et puis, on répondra à des questions, je pense, à l'occasion de l'événement du 2 septembre. On vous remercie beaucoup, à moins qu'il y avait des réponses auxquelles vous souhaitiez apporter mes collègues. Si vous ne prenez pas la main, c'est que je vais finir l'antenne. Et puis, merci à vous, en tout cas, pour votre participation à l'un des webinaires ou aux 2 webinaires. Merci pour vos questions, merci pour vos remarques que nous prendrons bien en compte pour pouvoir aussi répondre tant bien que mal aussi le 2 septembre et également pouvoir intégrer aussi les réponses apportées au sondage.
Voilà, merci encore et on vient vers vous très prochainement par mail pour vous transmettre toutes les informations. Bon après-midi à tous et merci encore.